On dit que l'amour vous rend fou, qu'il met un voile devant vos yeux concernant la personne que vous aimez, qu'il empêche de voir comment cette personne est réellement, ce qu'elle vaut et ce qu'elle fait. Oh, je pense précisément que ce prétendu aveuglement revient à un savoir profond. La mère qui continue à aimer son fils criminel n'est pas privée de la connaissance du mal que celui-ci a pu commettre, mais elle sait qu'en dépit et à travers son mal agir, il demeure aimable. On pense, c'est une croyance très commune, qu'on aime un autre pour les qualités et les propriétés qu'il possède. Comme le disait Pascal, on aime une jeune personne fort jolie, mais une fois que la petite vérole a altéré la beauté de son visage, on cessera de l'aimer. Sans doute, ce genre de choses arrive et arrive même très souvent. Or, précisément, cela prouve que le sentiment qui m'a fait m'enticher de cet autre n'a pas été du vrai amour. L'amour véritable, c'est notre thèse et celle de grands penseurs de l'humanité, ne se rapporte pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on est. Comme le disait le philosophe français Gabriel Marcel, l'amour ne vise pas l'avoir d'un autre, mais son être. Or, s'il en est ainsi, on se trouve devant une vérité fondatrice de la condition humaine, à savoir que l'amour est un principe par excellence de connaissance. Cela vaut pour tout amour véritable, celui de nos enfants et de nos amis, mais d'une manière plus particulière et plus éclatante pour l'amour de notre conjoint. L'amour n'est pas la possession d'un autre, mais une sortie de soi vers et pour lui. Pour comprendre que l'amour implique la connaissance, il faut d'abord réaliser qu'il n'est pas affaire de désir, mais de don. Beaucoup de philosophies conçoivent l'amour comme une forme supérieure du désir. Or, le désir vise une possession quand l'amour est détachement, donc dépossession. Le désir implique un toucher, une saisie, autant dire une appropriation d'une chose ou d'une personne, quand l'amour est essentiellement extase. Traditionnellement, on conçoit l'extase comme un véritable oubli de soi. Toutefois, par l'oubli de soi, on ne doit pas entendre quelque chose qui simplement m'advient, qui me tombe dessus du dehors. L'amour est, certes, une véritable suspension de soi, mais dont j'étais et je reste l'agent conscient et volontaire. Et surtout, l'oubli de soi amoureux n'a pas lieu en moi comme dans un espace intérieur. Je tombe amoureux, mais cette chute m'ouvre vers un autre. Elle revient à une véritable mise entre parenthèses de moi-même en vue d'une autre personne. En fait, l'extase amoureuse est une inclination, un mouvement, un agir incessant pour un autre. Elle est un abandon de soi en vue de cet autre qui devient le centre de nos préoccupations et la fin de nos actions. Autant dire que l'abandon de soi-même revient à un don de soi qui implique la cession de nos diverses possessions et qui entraîne l'accomplissement de prestations et de services à l'autre aimé. L'amour est principe de la connaissance de l'aimé comme il est en lui-même. L'amour vise un autre selon sa vérité la plus profonde, au-delà de tout ce qui est contingent selon son unicité irréductible. Quand on parle à un parent, à un ami de la personne qu'on aime, on essaie d'expliquer pourquoi on l'aime, en mettant en lumière son excellence, sa valeur. Toutefois, moi, je me souviens d'un jeune homme qui, il y a plus d'un demi-siècle, est tombé amoureux d'une jeune fille. Il allait téléphoner à sa mère pour lui annoncer qu'il avait trouvé une jeune fille merveilleuse qu'il voulait épouser. Sa mère avait écouté ce discours enflammé, puis elle lui demandait de quelle couleur sont les yeux de ta bien-aimée. Le jeune homme se trouvait interloqué et il a fini par avouer qu'il ne le savait pas. D'aucuns auraient pu lui dire « Tu n'aimes pas réellement cet auteur, car si tu l'aimais vraiment, tu aurais au moins observé, noté la couleur de ses yeux. » Or,
paradoxalement, cette étrange ignorance prouve plutôt la vérité, l'authenticité de l'amour de jeune homme. On doit aimer un autre non pas pour ce qu'il a, mais pour ce qu'il est. Avoir des yeux bruns ou des yeux bleus, des cheveux noirs ou des cheveux blonds, renvoie à des qualités qu'il ou elle partage avec un nombre infini d'autres personnes. Autant dire que si ces couleurs étaient essentielles, déterminantes pour notre sentiment, celui aurait été superficiel, inauthentique. Il n'aurait pas visé l'aimer en lui-même, il aurait pu se rapporter à un grand nombre d'autres personnes ayant la même qualité. En revanche, être convaincu d'aimer un autre, tout en ignorant l'une ou l'autre de ses propriétés importantes, montre qu'on l'aime non pas pour quelque chose qu'il possède, mais qui ne lui est pas propre, mais qu'on l'aime pour lui-même. Le vrai amour révèle une connaissance profonde de l'autre, sans pour autant remarquer, concevoir ses propriétés et ses qualités. Il le comprend selon sa vérité singulière, unique. Et cette connaissance ne se confine pas au plan théorique. La question se pose, si on aimait l'autre pour ses propriétés, une fois qu'elles se modifient ou disparaissent, devrait-on continuer à l'aimer? Devrait-on lui rester fidèle? Ne pourrait-on pas demander, exiger la séparation, le divorce? La réponse est claire. Au début, je l'aimais pour son être, non pas pour son avoir. Son avoir a pu décroître, s'altérer. Son être reste néanmoins inchangé. Comme l'a dit un philosophe contemporain, tout en cessant d'être le même, un homme ou une femme reste lui-même et l'amour se rapporte à un autre pour lui-même. L'amour est une sorte de soi vers et pour une autre. Il n'est pas motivé par les qualités de la personne aimée qui pourrait appartenir à bien d'autres êtres, mais par cette personne en elle-même. Il se rapporte à un autre au-delà de ses propriétés, à ce noyau secret qui les constitue. Il est ainsi connaissance de l'autre selon sa réalité profonde, ce noyau qui le rend un être unique.